Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Il y avait beaucoup de violence physique, un comportement de négligence envers les enfants aussi, qui est un autre signe qu'il peut y avoir une situation où il y a un risque d'homicide. Elle pouvait pas s'en aller. Elle pouvait pas prendre ses enfants. Alors, Marjolaine s'est dit, quand David, le plus jeune, aura 18 ans, bye bye mon cowboy, on s'en va. Malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Il était trop agressif et trop arrogant. On pouvait pas le raisonner. On pouvait pas converser normalement avec lui autour d'un café ou d'une bière. Non. C'est préoccupant quand même de se rendre compte que pendant 18 ans, cet homme-là a pu faire la pluie et le beau temps. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour protéger cette femme-là? Le 23 septembre 1992, vers 9 h du matin, Samuel termine son café dans son appartement de Montréal. Je suis à la maison et moi, souvent, très souvent, j'ai un écran de télévision sans son. Mon ami m'appelle de Trois-Rivières, alors je réponds. Elle me dit « As-tu une sœur qui s'appelle Marjolaine? » J'ai dit oui. Marjolaine, 35 ans, a 3 ans de plus que son frère Samuel. La famille a été élevée dans un village des Laurentides, au nord de Montréal. On habite la campagne, alors c'est tranquille, il n'y a rien de dangereux. Et jamais, jamais, au grand jamais, j'ai vu mon père, ma mère faire la gueule, hausser le ton envers un ou l'autre. Jamais, on n'a jamais connu ça. Ils nous ont élevés dans l'amour, dans la paix, dans le partage. La famille est tissée serrée. Mais depuis que Marjolaine est allée vivre avec son conjoint Maurice, elle a pris ses distances. Mais au départ, leur relation, il l'amène chez lui, il habite dans le même village de la campagne, mais plus loin, dans un rang. Puis il l'amène là. Elle vit à l'écart, elle vit sur une autre planète, tellement qu'on la voit pas. Au téléphone, l'ami de Samuel le questionne sur sa sœur Marjolaine. Et en même temps, quand elle me demande si j'ai une sœur qui s'appelle Marjolaine, je regarde l'écran de télé et je vois et je m'aperçois que c'est la maison de Marjolaine. Plusieurs voitures de police sont stationnées sur le terrain de la maison de sa sœur. L'étonnement fait place à un sentiment de panique. Et je suis certain que Maurice l'a tué, elle et les enfants. Marjolaine a 17 ans quand elle fait la connaissance de Maurice en 1973. Elle était très gentille. Elle travaillait au restaurant, bien avant qu'on en devienne propriétaire. On allait manger là, ma femme et moi, avant qu'on se marie. Elle était serveuse. Ça se passe dans les années 70 et Maurice arrive au village. Il est quand même assez impressionnant. Il mesure 6 pieds 3, bien bâti, bien en forme. Il a un beau look. Il travaille en face comme mécanicien à la station-service qui est juste en face du restaurant, d'où il va manger le midi ou chercher un café le matin. Pour Marjolaine, c'est le coup de foudre. Maurice est le prince charmant de ses rêves. C'est une petite fille très enjouée, très, tu sais, une vraie fille, là, très féminine et tout, là. Une belle fille aussi, très belle, oui. Marjolaine est une jeune femme dynamique et sans malice. Elle vient de découvrir le grand amour et la vie lui sourit. Quand il la rencontre, Marjolaine a 17 ans. Et elle devient enceinte du premier bébé, qui est une fille, France. Et elle va avoir 18 ans. Marjolaine est confiante et la perspective d'avoir un enfant l'enchante. En même temps, Samuel et les membres de sa famille commencent à se poser des questions. Elle change
beaucoup, elle change. Mais on n'a pas l'occasion de se voir, on n'a pas l'occasion d'avoir le temps. Il semble qu'elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps, elle est toujours à la course. Son attitude change. Quand il est sur place, quand il est là, elle est nerveuse. On dirait qu'elle vit sous tension. Mais on connaît pas l'histoire. Quand elle est enceinte de 8 mois, elle porte trop attention à son ventre. Monsieur, ça fait pas son affaire. C'est un homme très possessif, très jaloux. Et c'est le portrait des hommes qui ont tué leur conjointe habituellement. Et donc, la présence d'un enfant, il n'y a plus sa femme pour lui. Il devient colérique envers Marjolaine et la bat à coups de pied, à coups de poing, jusqu'à ce que Marjolaine perde connaissance. Là, on est au mois de décembre. Il neige, fait froid. Il la traîne à l'extérieur jusqu'à temps qu'elle revienne à elle, au froid et à la neige. C'est sa première fois, puis c'est de sa faute parce qu'elle porte trop d'attention à l'enfant qui est dans son ventre qui va naître. Et le cycle, ça veut dire qu'il y a de la violence, ça arrête, il y a une lune de miel, il y a un arrêt d'agir, les hommes amènent des fleurs de chocolat, ça va bien quelques semaines, puis paf, oups, ça recommence. C'est ça le cycle de la violence. Samuel visite sa sœur à l'occasion pour prendre des nouvelles. Marjolaine apprécie ses rencontres, mais Maurice, non. Bientôt, il lui interdit de communiquer avec ses frères et sœurs. Et elle était coupée, isolée de sa famille, parce que dès le départ, elle n'avait plus le droit de voir sa famille, de voir ses frères, de voir ses sœurs. Elle était très isolée. Donc, avec un faible réseau social, c'est plus difficile d'avoir de l'aide à ce moment-là. Graduellement, on a perdu notre sœur. On l'a perdue, c'était plus la même, c'était une femme contrôlée, apeurée, c'était plus la même. Et jamais, elle s'est jamais plainte, ça fait qu'on se demandait dans quelle merde elle vivait. Le premier enfant du couple, la petite France, naît en 1974. 2 ans plus tard, c'est au tour de David. Marjolaine a alors 20 ans. Elle était dévouée à ses enfants à 100%. Elle s'occupait bien d'eux. Elle travaillait jour et nuit. Elle travaillait plus fort que bien des hommes. Le matin du 23 septembre, quand les policiers arrivent sur les lieux du drame, ils s'attendent à trouver Marjolaine baignant dans son sang. Au village, la réputation de Maurice n'est plus à faire. Je pense que beaucoup de monde avait peur de lui parce qu'il savait de quoi il était capable. Si quelqu'un parlait contre lui, il allait tout de suite cogner à sa porte. Comme la plupart des gens n'aiment pas le trouble, ils le laissaient faire. Il mesurait à peu près 6 pieds 1. Et il était très imposant. Environ 240 livres. Il essayait de faire peur à tout le monde. C'est du moins mon opinion. Les policiers entrent dans la maison. Ils sont surpris d'y découvrir Marjolaine et sa fille France. L'enquêteur monte à l'étage. Dans la chambre des maîtres, il trouve Maurice étendu de travers sur le lit, atteint de plusieurs projectiles. Un revolver Colt de calibre 38 est par terre près de la porte. Dans la cuisine, France sanglote à chaudes larmes. Les policiers ont conclu que c'est elle qui a tiré sur son père. Il s'approche d'elle pour lui passer les menottes. C'est à ce moment que Marjolaine intervient. Et là, Marjolaine dit « Non, vous faites erreur. C'est ma fille. Je suis coupable. » Marjolaine dit-elle la vérité? A-t-elle tiré sur Maurice ou cherche-t-elle à protéger sa fille? Que s'est-il donc passé dans cette maison des Laurentides? Le 23 septembre 1992, dans une maison isolée des Laurentides, les policiers découvrent le corps d'un homme atteint de 3 balles. Marjolaine, sa conjointe et la mère de ses 2 enfants, prétend être celle qui l'a tiré. Maurice a 20 ans quand il débarque dans le village des Laurentides où habite la famille de Marjolaine.
Il a de grandes ambitions. Je l'ai rencontré il y a au moins 35 ans. Il voulait démarrer une entreprise de remorquage. Et il a commencé à faire du déneigement. On vivait dans un petit village et on a convenu de faire affaire avec lui. Maurice n'a pas peur du travail et il cumule plusieurs emplois. Il travaillait fort. Il travaillait très fort. Il coupait du bois, et il faisait du déneigement et du remorquage. Il était travaillant. Il réparait aussi des voitures et sa propre machinerie dans un atelier. Il n'arrêtait jamais de travailler. Maurice a eu une enfance difficile. Il s'est révélé turbulent, agressif. Ses parents, incapables d'en venir à bout, l'ont envoyé séjourner à Boscoville, une institution qui accueille les jeunes délinquants. C'était déjà mal parti. C'est sûr que en plus, il se fait envoyer là par ses parents de force et en plus de côtoyer des jeunes délinquants, probablement qui ont le même style, le même parcours de vie. Donc, ça peut venir renforcer certains de ses comportements, venir cristalliser ce qui était déjà là à la base. Quand elle le rencontre, Marjolaine ignore les carences affectives de son conjoint. La vie de famille dont elle a rêvé est aux antipodes de ce qu'elle vit. Il y a un climat qui s'installe de jour en jour. Donc, la personne, à un moment donné, ne se voit plus normalement. Elle se voit toujours sous le regard de l'autre qui lui dit toujours « tu fais dur, t'es laide ». À ce moment-là où si on n'avait pas les téléphones cellulaires, ils partaient travailler, ils amenaient le téléphone avec eux autres, barraient les portes. Ils ne pouvaient pas sortir de la maison. Okay? Donc, vous voyez, l'univers se rétrécit. Un jour, alors que j'entrais au dépanneur, je vois une amie qui me dit qu'elle a vu Marjolaine avec un œil au beurre noir. Et Marjolaine avait toujours une excuse. Elle s'est cognée sur une porte. Elle avait toujours une excuse. Il est un tyran, mais avec nous, il est transparent, ça ne paraît pas. Il est gentil, poli, il se comporte bien, mais on sent une certaine tension de la part de Marjolaine quand il est là. Elle vit, on dirait qu'elle est assise sur de la dynamite et que ça va exploser. Maurice ne boit pas souvent, mais quand il commence, il ne sait plus s'arrêter. Il pouvait commencer à boire le vendredi et s'arrêter le dimanche. Je me souviens du soir où je l'ai rencontré à l'hôtel. Je ne le connaissais pas. J'étais assis tranquille. Je venais de terminer mon quart de travail à Montréal. J'étais là pour relaxer, prendre quelques bières. Et puis il a commencé à m'agacer. Puis il est devenu violent. Il était saoul, il voulait une bière. En 1977, Marjolaine, qui ne sait plus comment neutraliser le climat de violence qui règne à la maison, se réfugie chez sa mère avec le petit David, âgé d'1 an. La mère de Marjolaine décide d'appeler la police. Un policier débarque chez Maurice et parlemente avec lui. France, la fille aînée du couple, est restée chez son père. Au téléphone, Maurice annonce à Marjolaine que si elle le quitte, elle ne reverra jamais sa fille. Coincée, Marjolaine finit par rentrer chez elle avec son fils. Elle le savait aussi que si elle partait, par exemple, il gardait un enfant avec lui pour s'assurer qu'elle revienne. Okay? Il avait peur qu'elle revienne pas. Il savait que c'était possible. Sauf qu'il était pas fou d'une certaine façon. Il disait, ben, regarde, en gardant le fils ou en gardant la fille à la maison, elle va revenir pour les enfants. Donc ça va jouer beaucoup là, dans cette situation-là. Quelque temps plus tard, toujours en 1977, Marjolaine, après mûre réflexion, se décide à demander de l'aide à la Sûreté du Québec. Elle raconte aux policiers que son conjoint la bat. Il allait sur place, mais il ne pouvait pas rien faire. C'était pas sur leur juridiction. S'il n'y a pas de témoins ou de menaces, ils font rien. Tant qu'il t'arrive pas quelque chose. Et puis là, c'est trop tard.
2 ans plus tard, en 1979, Marjolaine fait une nouvelle tentative de fuite. En cachette, elle entreprend de déménager avec ses 2 enfants dans un appartement qu'une amie lui a trouvé. Mais Maurice la prend et la ramène de force. Marjolaine n'a d'autre choix que de réintégrer le domicile familial et demander pardon. Dans le fond, elle veut pas qu'on la juge de ne pas le quitter. C'est pour ça qu'elle va pas en parler. Puis c'est la honte aussi de vivre avec un conjoint violent. Ça, c'est un trait chez toutes les femmes qui vivent la violence conjugale. C'est la honte de s'être retrouvée là-dedans. Plus les enfants grandissent, plus la violence de Maurice est manifeste. Ses enfants lui appartiennent, il peut en disposer comme il veut. Les enfants devaient travailler jour et nuit, après l'école, le samedi, le dimanche. Ça n'avait pas d'importance. Ils étaient forcés de travailler. Dans le fond, c'était devenu ses objets à lui, donc il était là, donc il s'en accommodait, je dirais. Mais c'était ses objets, comme sa femme était son objet, puis il les contrôlait, il les dominait par la violence. Maurice a l'habitude de conduire en fou. Dans les années 80, il a un grave accident d'automobile. Son accident d'auto a failli le tuer. Et à partir de ce moment-là, les choses ont empiré. Il devenait très agressif. Et on ne pouvait même pas lui parler. Il était hors de contrôle. Et à un certain moment donné, il est sur son lit d'hôpital. Il y a une discussion entre ses parents et lui-même. Et à la sortie de la chambre d'hôpital, sa mère s'est retournée vers lui. Elle lui a dit « C'est dommage que tu sois pas mort dans ton accident. » Quand on est enfant, on recherche l'affection des gens. Et clairement, il ne pouvait pas l'avoir. Donc, c'est venu biaiser, teinter ses autres relations. Avec madame, ils se sont rencontrés très jeunes, mais je suis certaine que s'il y avait eu plusieurs relations, il y aurait eu la même dynamique de violence qui se serait poursuivie. La mort de Maurice ayant été confirmée, Marjolaine est mise en état d'arrestation et comparaît au palais de justice le 23 septembre 1992. Quand on s'en va au palais de justice, on est dans l'auto, maman s'excuse, elle dit « Si votre père était vivant aujourd'hui, quand on était jeune, par inadvertance, on brisait une vitre chez un voisin en jouant à la balle. » Papa disait à maman, « Faites-en pas, ils n'ont pas tué personne. » Maman disait dans l'auto, en pleurant, « Votre père pourrait pas me répondre ça. Et en plus, je m'excuse au nom de votre père, on vous a tous appris le partage, l'amour, mais on a oublié à vous montrer, à vous défendre. » Marjolaine avait 1000 raisons d'en vouloir à son mari. Mais l'enquête préliminaire va révéler que ce crime a permis d'éviter une tragédie encore plus grande. Le 23 septembre 1992, Marjolaine, alors âgée de 35 ans, avoue avoir assassiné son mari. Elle est aussitôt mise en état d'arrestation. Alors, à l'arrivée de Marjolaine au palais de justice avec les 2 policiers, les 2 enquêteurs, elle descend de la voiture et je marche vers elle et quand elle aperçoit sa mère qui est là, qui se met à pleurer et baisse la tête. Souvent, on va dire c'est l'affaire des femmes que le couple aille bien, de maintenir le couple en santé. Puis là, elle fait à sa tâche, dans le fond, là, parce qu'elle se retrouve dans une situation où il y a de la violence, où les enfants se font battre également. Donc, elle devait vivre beaucoup de honte et de culpabilité aussi. Et je lui hurle. T'as pas le droit de baisser la tête, t'as pas le droit d'avoir honte, marche ta tête haute. Au palais de justice, où elle doit comparaître le jour même de son arrestation, les procédures sont retardées. Marjolaine est gardée quelques jours à la prison Tanguay. Et là, les enquêteurs viennent nous visiter, nous poser des questions. Ils m'ont dit, ceux qui sont censés d'enquêter contre Marjolaine m'ont dit « Cette femme-là ne mérite pas
d'aller en prison. Elle vient de faire son temps avec son bourreau. Alors, vous allez aller chercher le plus de témoignages, le plus de témoins, le plus d'événements pour être prêt au procès. Libérée sous caution, Marjolaine subit enfin son enquête préliminaire le 15 février 1993. Son avocate l'encourage à révéler quel sommet l'escalade de violence de Maurice avait atteint au fil des ans. En 1981, alors que David a 5 ans, Maurice fait travailler son fils comme à son habitude. Et comme toujours, il le traite de maladroit et de bon à rien. Il ajoute qu'un jour, il va creuser un trou et l'enterrer vivant. David est terrorisé. Il y a des menaces directes, je vais te tuer, tu vas y passer, mais la plupart des menaces, je dirais que c'est comme des menaces indirectes, où on ne dit pas clairement, mais par notre comportement, on va laisser croire à la personne qu'elle est en danger de mort. Et de par la relation qu'il y avait avec ses enfants, de par les comportements de violence qu'il y avait à leur endroit, c'est clair que les enfants allaient croire avait cette crainte, cette peur de mourir. À l'école, David parle à son professeur des menaces de son père. C'est si terrible que son professeur ne le croit pas. L'enfant se referme sur lui-même. Il prend l'habitude de ne plus parler de ce qui se passe à la maison. Quelques semaines plus tard, Marjolaine tente à nouveau de quitter Maurice. Elle va vivre à Québec. Dans l'espoir de minimiser la colère de son mari, elle n'emmène pas ses enfants. Mais en discutant avec une amie, la possibilité que la DPJ ait vent de leur situation familiale vient sur le tapis. Marjolaine s'inquiète. Devant la perspective intolérable de voir placer ses enfants, elle décide de rentrer à la maison. C'est la dernière tentative de fuite de Marjolaine. À partir de 1982, elle se replie sur elle-même. Elle devient amorphe, se laisse frapper sans répliquer. Elle attend l'ultime libération. On aurait pu offrir de l'aide à madame. Vous savez, madame, vous pouvez sortir. Il existe des endroits qui peuvent vous protéger. C'est sûr que monsieur aurait pu porter plainte de kidnapping pour les enfants. Par contre, si madame était, par exemple, allée en hébergement, les policiers, au moment où ils les auraient retrouvés, les accusations n'auraient pas été retenues à ce moment-là. Malheureusement, souvent, les femmes connaissent peu leurs droits. Et si elle avait su ça, même si elle n'était pas mariée, elle aurait pu partir avec ses enfants. Les mauvais traitements reprennent de plus belle. L'agressivité de Maurice finit par lui faire perdre un important contrat avec la municipalité. Il était très agressif. Il voulait pas négocier. On avait des problèmes avec lui. Il chargeait trop cher et on a dû mettre fin à son contrat. On lui a dit « Assez, c'est assez. On se battra pas avec toi. » Et on a trouvé quelqu'un d'autre pour faire le remorquage. Marjolaine attend, après le dîner, est à l'évier en train de faire la vaisselle. Maurice entre dans la maison et demande tout bonnement s'il y a eu le contrat en question pour le terrain. Il lui a jamais répondu. Il a pris une poêle en fonte qu'il y avait sur la cuisinière, puis il l'a assommé avec la poêle en fonte. Les années passent, rien ne change. Les enfants ont beau vieillir, ils demeurent sous l'emprise de leur père. Tout était par permission. Tout. Si tu arrives à la table, c'est parce que monsieur t'a invité. Tu t'assois. Tu peux pas manger. Faut que tu demandes la permission. Admettons que tu es en train de manger, tu as envie. Tu dois aller à la salle de bain. Tu demandes la permission. Et si monsieur veut pas, tu restes là. C'est comme ça qu'il a élevé ça s'appelle pas élevé, qu'il a dirigé ses enfants. C'est comme un bootcamp. Ces enfants-là, ils fonctionnaient à la permission et de peur. Mais c'était son mode de fonctionnement relationnel, dans le fond, d'utiliser la violence. Puis comme ça marche, parce qu'il obtenait ce qu'il voulait, donc
il n'y avait pas de raison de s'arrêter. Et probablement, quand un comportement moins grave ne fonctionnait plus, mais là, il passe à un niveau supérieur. En 1992, au début du mois de septembre, Maurice et son fils cordent du bois de chauffage. Celui-ci mesure la corde de bois et constate qu'une bûche dépasse les autres. Il a lancé le ruban à mesurer en direction de son fils. Et il a atteint la tête. Ça l'a blessé. Il aurait pu le tuer s'il l'avait atteint à la tempe. Il pourrait être mort aujourd'hui. Le sang coule. David prend ses jambes à son cou. Son père lui crie de revenir, mais le jeune homme court plus vite et Maurice est incapable de le rattraper. David se réfugie chez un ami. Et de là, le père du garçon de son ami lui a demandé pourquoi il était ici, qu'il était là. Et il a eu le courage de dire que son père l'avait battu. Et le père de l'ami en question a regardé la plaie et le père a emmené David à l'hôpital. Et à l'hôpital, David n'était pas majeur. L'infirmière lui a demandé qu'est-ce qui s'était passé. L'infirmière a demandé la DPJ, la dame de la DPJ. Elle a dit quand la DPJ débarque dans une famille dysfonctionnelle, elle dit la bombe à retardement est déclenchée. La DPJ place alors David en famille d'accueil pour le protéger de son père. À partir de ce moment-là, Marjolaine sait que le compte à rebours est commencé. Ce qu'elle redoute depuis des années est sur le point d'arriver. Le 22 septembre 1992, il y a déjà 2 semaines que David, le fils de 17 ans de Marjolaine et Maurice, vit en famille d'accueil après avoir été agressé par son père. Ce jour-là, Maurice entreprend de modifier une de ses armes à feu pour qu'elle contienne davantage de projectiles. Maurice collectionne les armes à feu. Il y en a partout dans la maison, de tous les calibres. Il possède des munitions pour chacune d'elles. À la campagne, tout le monde a des fusils pour la chasse. Mais lui, il y avait des armes pour d'autres raisons, j'en suis certain. La présence d'une arme à feu dans une maison va augmenter de 3 fois le risque d'homicide et de 5 fois le risque de suicide. Ce jour-là, durant l'après-midi, Maurice envoie France et Marjolaine au club vidéo louer un film. À leur retour, quand Marjolaine aperçoit l'arme entre les mains de Maurice, elle sent que quelque chose se prépare. Maurice oblige alors sa femme et sa fille à l'accompagner chez un armurier afin de se procurer une pièce nécessaire pour modifier son arme. Quand ils reviennent, Maurice demande à France de téléphoner à son frère, placé en famille d'accueil, et qu'il n'a pas le droit de contacter. Il veut que David rentre à la maison pour lui servir de chauffeur parce qu'il est sur le point de perdre son permis. France appelle son frère. Elle lui parle, puis demande s'il veut parler à son père. Maurice arrache le téléphone des mains de France. Maurice doit passer en cours le lendemain. Il est certain qu'il va perdre son permis de conduire. Je ne sais pas si c'est pour excès de vitesse, je sais pas. Il va perdre son permis de conduire et il a besoin de son David, que son David revienne à la maison. Malheureusement, David ne veut pas revenir. Le ton monte. Maurice demande alors à David s'il considère l'homme de la famille d'accueil où il habite comme son père. David répond oui. Il est en colère. Ça commence. Ça va mal. Maurice semble au bord de l'explosion. Pour Marjolaine, il ne fait plus aucun doute que Maurice est sur le point de tourner son arme contre elle et sa fille. Après avoir raccroché, Maurice réalise qu'il y a 8 messages sur le répondeur. Tous d'un même jeune homme qui veut parler à France. Maurice lui dit qu'il ne veut plus que le garçon l'appelle. Cette fois, France lui tient tête. Elle répond que c'est un ami et qu'elle a le droit d'avoir des amis. Maurice attrape un long niveau posé dans le coin d'un mur et la frappe à la tête.
Marjolaine, à bout, lui crie d'arrêter, sinon elle appelle la police. En guise de réponse, Maurice monte à sa chambre. Marjolaine reste avec sa fille, qu'elle tente de consoler. Maurice redescend, alors armé d'un calibre 38. Il menace les deux femmes et dit qu'il va les tuer. Il les tient responsables de tout ce qui lui arrive. Marjolaine est certaine que leur heure est arrivée. Ben c'est sûr que dans le climat dans lequel elle se trouvait, c'est sûr qu'il allait mettre ses menaces à exécution. Parce que à chaque fois, il augmentait ses comportements de violence. Maurice oblige Marjolaine et France à monter à l'étage pour écouter le film en famille. Ils se couchent dans le grand lit. Marjolaine essaie de se faire toute petite dans le lit d'à côté. Marjolaine ne couchait pas dans le lit conjugal. Marjolaine couchait par terre à côté, comme un animal. Pour partir de son lit simple, pour sortir de la chambre, elle devait passer par-dessus le lit double. Ils écoutent le film. Tout le long, Maurice garde son Colt 38 à portée de main. Le film terminé, France regagne sa propre chambre. Marjolaine veut la suivre, mais Maurice l'en empêche. Il y avait un fusil et il était assis sur le lit, avec l'arme dans sa main. Il lui a dit « Je vais te tuer ». Toute la nuit, France est à l'affût du moindre bruit en provenance de la chambre de ses parents. Elle entend Maurice engueuler Marjolaine. Et insulte avec des propos odieux sa conjointe qui est couchée par terre à côté du lit en la frappant avec la crosse du revolver. Quand on lui demande « À qui pensiez-vous quand Maurice vous donnait des coups de crosse sur la tête avec son 38, je crois. » Elle a dit « Je pensais aux deux premiers hommes que j'avais connus, soit mon grand-père et mon père, qui n'avaient jamais été d'une telle violence. » Elle dit « Je connaissais pas cette violence-là. » Marjolaine, qui couche dans le lit par terre, pour se sauver, si elle veut se sauver, faut qu'elle engendre le lit. Alors, Marjolaine ne sait pas quoi faire. Vers 4 ou 5 heures du matin, il s'est endormi et il a lâché son fusil. Marjolaine fixe l'arme. Elle sait que si elle réveille Maurice, il va la tuer. Prise au piège, elle sauve sa peau. Elle ne pouvait pas s'extraire à la violence, donc elle ne pouvait pas se sauver. Parce que si elle s'était sauvée en allant sur le lit, elle réveillait monsieur. Donc, qu'est-ce qui serait arrivé? Dans sa tête, c'était raisonnable de croire qu'elle aurait été tuée par monsieur. Elle se lève et l'arme est devant elle. Marjolaine prend l'arme. Et tire un premier coup. Il y a un grand cri de Maurice. Marjolaine a peur, est effrayée, est en train de mourir. Si elle l'a manqué, ça va aller mal. Alors, Marjolaine retire 2 autres coups. J'ai demandé à Marjolaine, est-ce que c'était calculé les 3 coups de feu, un pour toi, un pour chacun des enfants? Elle m'a répondu, j'ai jamais voulu le tuer. Dans sa chambre, France bondit en entendant les coups de feu. Elle prend les jambes à son cou et se pousse. Elle veut sortir parce qu'elle est sûre que c'est sa mère qui vient d'être tuée et c'est son tour après. Marjolaine est en état de choc. Maurice a reçu une balle à la tête et 2 à la poitrine. Il ne bouge plus.
Elle enjambe le corps immobile de son conjoint et laisse tomber le revolver. Elle sort dans le couloir. Les portes de chambre sont face à face. Et quand France arrive pour se sauver, voit sa mère arriver dans l'encadrement de la porte, elle n'en revient pas qu'elle est là, que c'est sa mère qui est sortie vivante de la pièce. Quand elle a vu sa mère ce soir-là, t'es pas mort. Tu sais, elle était sûre que c'était elle qui était morte. Donc... Elle n'a jamais voulu le tuer. Elle voulait s'en aller. Elle voulait avoir la paix. Ça ne tentait pas d'être une femme battue toute sa vie. Là. Elle voulait s'en aller, elle. Il y a longtemps qu'elle voulait s'en aller avec les enfants. Quand on regarde les nouvelles, qu'est-ce qu'on voit? C'est des femmes qui sont tuées par leur conjoint. Donc là, ici, on a un renversement de situation. Je pense qu'elle n'avait pas le choix. C'était elle ou lui. Et peut-être même les enfants, qui sait. Ça aurait pu être bien pire. Après le meurtre, Marjolaine et France se retrouvent dans la cuisine. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un maudit bruit qui se passe. Et la seule chose qu'ils entendent, c'est le sang qui coule sur le plancher en haut, la goutte. Et France est en état de choc, elle pleure. C'est un drame, c'est épouvantable. Comment la justice traitera-t-elle cette femme qui, pour sortir de 18 ans d'enfer, vient de commettre un homicide? Le 23 septembre 1992, dans un village des Laurentides, Marjolaine tue Maurice, son conjoint, qui la terrorisait, elle et ses 2 enfants. La petite communauté est en émoi. Je comprends pas pourquoi ses frères ont rien fait. Je comprendrai jamais. Peut-être qu'ils ont pensé que s'ils faisaient quelque chose, ça se retournerait contre elle. C'est probablement pour ça qu'ils n'ont pas agi. Ça aurait juste été pire. Les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faisiez, vous autres? On n'était pas au courant. Elle se n'est jamais plainte. C'est ça qui est enrageant aussi, de l'avoir laissé à cette brute-là, qui l'a éloignée, qui la gardait à l'écart. Lors de son enquête préliminaire qui se déroule en 2 temps, le 15 février et le 19 mai 1993, Marjolaine est accusée d'homicide involontaire. J'avais tellement peur pour elle. Beaucoup de gens ont refusé d'aller témoigner. J'avais peur qu'on se plante, qu'on soit pas prêt comme m'avaient demandé les enquêteurs. J'avais peur que cette femme, qui est ma sœur, là, elle est toute petite, toute menue, s'en aille faire du temps en prison. Lors de son procès devant juge seul, en juin 1995, son avocate ne peut invoquer la légitime défense. Et pourquoi on ne peut pas plaider la légitime défense? Parce que c'est très clair. Quand un homme attaque un autre homme, mettons qu'un homme attaque quelqu'un avec un couteau et l'autre essaie de se défendre. Ça, c'est de la légitime défense, OK? Parce qu'il y a la force à peu près égale, on s'attaque, il y en a un qui meurt. Dans le cas des femmes qui tuent leur conjoint, elles vont attendre souvent que l'homme dort et là, elles vont passer à l'acte. Parce que si elles s'attaquent directement à leur conjoint, elle est faite. Pendant le procès, c'est ça, il y a une psychiatre qui vient témoigner. Ils vont faire un portrait pour après ça dire, regardez, cette femme-là, avec ce portrait-là, elle souffrait finalement du syndrome de la femme battue. C'est-à-dire que elle a développé des stratégies pour faire face à la situation. Parce qu'elle était piégée dans ce couple. Elle n'arrivait plus à en sortir. Et s'il y en a un, elle pouvait sortir, mais dans une tombe. Quand que l'avocate de Marjolaine a terminé sa plaidoirie, c'est au tour de la couronne à le faire. L'avocate de la couronne se lève et dit au juge
Monsieur le juge, je n'ai aucun commentaire à faire sur cette cause. L'avocate de Marjolaine était vraiment sous choc. Elle dit, je sais pas ce qui nous pend au bout, mais tout au long de ma carrière, je n'ai jamais entendu une plaidoirie de la couronne comme ça. Le jugement est rendu le 28 juin 1995. Quand l'annonce du verdict du juge qui est en train de lire, Madame Marjolaine, vous êtes acquittée du meurtre de blablabla. Mais il n'arrête pas. Puis on se demande, est-ce qu'il vient de dire ça, que tu es acquitté ou pas? Puis il continue à parler parce qu'il fait son résumé, il fait son verdict. Et finalement, il se lève, puis il dit à Marjolaine et ses enfants d'aller une bonne vie puis d'être heureux pour le restant de leur jour. Alors là, c'est les pleurs, c'est les... c'est un heureux événement qui arrive finalement dans cet épisode épouvantable-là. Elle était acquittée de meurtre. I thought it was a good decision. Je pense que c'était la bonne décision. Elle n'avait rien planifié. Mais elle n'avait pas d'autre façon de s'en sortir. C'était lui ou elle. Ou la famille au complet. Elle méritait pas d'aller en prison. À vivre avec quelqu'un comme lui. Elle était déjà emprisonnée. Marjolaine est acquittée du meurtre de Maurice. C'est le premier cas d'acquittement au Québec dû au syndrome de la femme battue. Elle est libre pour la première fois de sa vie depuis 18 ans. C'est sûr qu'elle doit vivre avec la culpabilité malgré tout d'avoir tué son conjoint. Par contre, elle a pu sortir de la violence et elle a pu reconstruire sa vie par la suite en espérant qu'elle ait eu du soutien, cette femme-là. D'avoir vécu ça, puis d'être sortie vivante de ça, je lui lève mon chapeau à cette fille-là. Elle pourrait être bien plus maganée que ça, mais elle l'est pas. T'sais. Les enfants ont quitté cette relation de violence, cette vie de violence, mais ils ont dû se reconstruire eux aussi petit à petit. Veux pas, la négligence, la maltraitance, ça laisse des traces. Même eux ont eu la chance d'avoir leur mère qui les a protégés, qui les a aidés, qui les a aimés, mais ça laisse quand même des traces. Quand on voit ça, il faut intervenir, faut s'en mêler. Je pense que il y a pas d'autre solution que ça. Et je pense que ce cas-là nous interpelle dans ce sens-là. Marjolaine a tenté de s'enfuir et demander de l'aide plusieurs fois. Malheureusement, dans les années 80, la communauté et les autorités étaient peu sensibilisées aux problèmes des femmes violentées. Mais même si les choses ont changé, le nombre de drames familiaux n'a jamais été aussi important au Québec. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?